Après les serveurs MCP, voici les skills, toujours initiés par Anthropic, standardisés et supportés par Cloud Code, Gemini CLI, GitHub Copilot, etc. etc. Laurent Campé, Microsoft MVP, Team Leader et Distinguished Architect chez Tinubu, nous présente ce qu'est un skill et comment l'utiliser. Extrait de notre deuxième table ronde de janvier sur devdevdev.net. Ok, donc maintenant qu'on a parlé un peu de technologie, on va parler un petit peu d'IA. Laurent, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je voulais pas rajouter, je voulais Tu voulais passer à parler? l'IA justement. Ouais, voilà. Je voulais D'accord. dire, un supporter de Marseille remplace un autre, donc Ah ouais. Donc Laurent, toi, tu voulais nous parler de skills, ouais, c'est ça? donc J'ai tout oui, oui, compris. tout à fait. Des agent skills, Mhm, donc des compétences des agents. L'année dernière, on avait fait un épisode, on en a parlé fréquemment, des modèles context protocol, MCP, mhm. heu, qui avait été lancé en novembre de l'année dernière par Anthropic. Oui. Ceux qui produisent, Claude, et les LLM, Claude Code et cetera. Donc ils avaient produit MCP qui avait déjà fait un gros buzz et là les skills c'est un nouveau buzz et ça ramène des possibilités, j'ai envie de dire, plus facilement pour des non développeurs, qui vont utiliser de l'IA. Mais bien sûr, ça nous permet aussi nous les développeurs de faire des belles choses. Alors qu'est-ce que c'est qu'un skill et pourquoi les utiliser? Hem, donc déjà juste pour être clair, donc c'est initié par Anthropic, donc ça marche dans Claude, Claude Code et tout ça, mais ça Mhm. a été standardisé et donc là, dans la version de décembre de VS Code avec GitHub Copilot, il supporte aussi les skills. J'ai utilisé ça, à Noël pour, essayer en fait de faire des agents qui vont aller fixer, hem des, des analyses statiques de code qui rapportent des problèmes, et ben, le skills va permettre de décrire une façon de fixer ces problèmes-là et ça marche vraiment pas mal. Et aujourd'hui, je les ai utilisés aussi pour faire du refactoring. On a une grosse code base au travail et on veut migrer certains trucs. C'est assez compliqué, assez long à faire, donc on veut essayer d'accélérer ça et les skills ont l'air bien pratiques pour faire ça. Donc ça marche pas mal. Mais bon, alors qu'est-ce que c'est? Donc un skill, c'est tout d'abord une compétence modulaire. C'est empaqueté sous forme de ressources réutilisables. Chaque skill contient des instructions, des métadonnées et éventuellement du code ou des ressources supplémentaires. Donc, les instructions, elles sont écrites dans un fichier qui s'appelle skill.md pour Markdown, donc c'est du Mhm. texte. Mhm. Euh, les métadonnées, c'est une partie de de ce skill.md qui est un front matter, ceux qui font du blog ou ce genre de choses, c'est juste une en-tête. Euh, et Et à côté de ça, on peut rajouter des utilitaires, on peut rajouter des scripts, on peut rajouter, je sais pas, des templates, par exemple, d'un PPT pour faire une présentation, un PDF, ce qu'on veut, de la donnée qui va se retrouver bundlée dans un répertoire. Donc un skill, c'est un répertoire avec au moins un skill.md dedans. Le Mhm. skill.md, c'est un nom avec une description et des instructions. Et ça peut référencer d'autres fichiers et ça peut référencer des scripts, du code à exécuter, des MCP serveurs et ce genre de choses. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à donner un agent qui, généralement, quand on utilise un LLM, il n'est pas spécialisé. Là, on va pouvoir le rendre un agent qui est généraliste. On va lui donner une expertise. Donc, on va le rendre spécialisé. Et les avantages de ça, c'est qu'un skill, il est persistant, il est réutilisable et il est chargé automatiquement. Donc, persistant, il est sauvé, je vais pouvoir le partager, on va pouvoir le réutiliser dans une équipe. On peut imaginer, imaginons un premier skill qui est très simple. Généralisation de la façon de faire d'un commit dans Git.
Ben, dans mon équipe, on peut généraliser ça. On va dire, ben voilà, j'utilise cette spec, etc., etc. C'est comme ça qu'on veut faire le nommage. On doit donner un ticket number pour commencer un titre qui ne fait pas plus de 72 caractères. On soit la ligne, les descriptions, etc., etc. Et donc ça va être un petit skill qu'on va pouvoir utiliser pour faire un commit. Mais ça va un peu plus loin. C'est qu'on peut composer les skills. Donc en fait, je vais pouvoir dans un skill, je ne sais pas, justement pour fixer de l'analyse de code statique qui a été cassé, je vais pouvoir dire, à la fin, quand tu as fini, que ça compile, je veux que tu fasses un commit. Et quand il fera faire le commit, il va récupérer le skill et il va le faire dans mon standard. Donc, ça sert à spécialiser un agent dans un domaine, par exemple le développement, les documents, les données, les workflows internes, etc. On peut faire vraiment beaucoup de choses. Ça réduit la répétition, puisqu'on encapsule une expertise une fois pour toutes, qu'on peut partager avec d'autres personnes. Ça permet de composer des capacités aussi, comme je viens de le dire. On peut utiliser un skill dans un autre skill, ou un skill qui est utilisé va pouvoir, du fait de la formulation, détecter qu'un autre skill pourrait être utile. Et donc, ça permet aussi d'industrialiser l'usage d'un agent. Un skill devient une brique logicielle, quoi. On peut le versionner, on peut le partager et on peut le tester, puisque c'est du Markdown, c'est des scripts, c'est Ouais, peut-être un exécutable, etc. Donc, ça devient vraiment Avec... quelque chose qu'on peut industrialiser. Oui. Et t'as pas un risque d'avoir du skill spaghetti avec un truc pareil? Oui. Certainement, certainement. Certainement. Il y a plein de très risques. peur. Ça fait très peur en fait quand on en parle. Et en plus, quand on dit que c'est pas forcément pour des développeurs, mais des gens qui sont pas forcément, j'imagine le boxon, ça peut devenir très rapidement, quoi. Ça peut, mais à la fin, Ouais, tu sais, à partir du moment où tu es capable d'exprimer un besoin dans ton domaine, ouais. pourquoi tu aurais besoin d'avoir un développeur qui va te développer pour te mettre un prompt, pour te mettre une string dans un fichier C# que tu vas exposer sous forme de MCP? Là, Parce tu le qu'il y fais a un dans humain ton pour vérifier, script quoi. web. Alors que là, il n'y aura aucune vérification, ça va devenir un gros boxon. Si c'est fait par des gens qui savent bien ou des super power users, je vois bien, mais élargir un tel système, ça fait quand même un peu peur quand même sur ce qui risque de se passer, quoi. Mais enfin voilà, Voilà. c'est ma Alors là, crainte personnelle, hein, je veux dire, ouais, il faut être clair aussi. Comment ça marche? Justement, tu... Attends, juste avant, il y a Ouais. Michel qui voulait dire quelque chose. Ah, pardon. Ouais, juste skills, parce que ça a un nom qui est spécifique à un modèle d'agent de type LM particulier, parce que sur Copilot, j'ai l'impression qu'on appelle plutôt ça des Copilot Instruction. Et Non, j'ai ça a l'impression que changé. Ça a changé. Enfin, ça n'a pas changé. Ils appelaient ça Copilot Chat Ouais. il y a quelques mois encore, mais quand ça a été standardisé, les skills, ils ont commencé à utiliser le standard. Je crois que c'était la release de novembre ou de décembre de VS Code. Et normalement, elle va être shippée en version release en janvier, si je dis pas des conneries. Et en fait, ils appelaient ça Copilot Chat. Toi, ce dont tu parles, les guidelines, c'est plus un truc général qui donne en fait une connaissance de ton projet ou ce genre de choses. Tu parles de ça, Ouais, en les fait, tu guidelines? peux lui dire, non, c'est des fichiers Markdown où tu lui dis, voilà, sur les petits fichiers de type C# par exemple ou autre, tu vas respecter telle norme ou telle façon de travailler, tu as droit d'utiliser à tel MCP. Ouais, ça, c'est les rule sets, je crois. Ouais, D'accord. Alors, il y oui. a plein de fichiers comme ça, Markdown, qui Ouais. permettent justement d'organiser, de définir un standard de projet qui décrit un peu son projet, la structure de son projet, les technos qu'on utilise. Après, on peut dire, justement, je crois, les rule sets, je dis peut-être une connerie, hein, mais tu peux dire, quand je suis dans un test, voilà ce qui est normé. Là, en fait, l'intérêt des skills, je vais expliquer un peu plus en détail, comment ça marche, c'est que, en fait, donc, on a ce dossier avec ce fichier qui a ce front YAML, qui a des instructions détaillées. Le principe, c'est que c'est une divulgation progressive. Donc, on sait tous que quand on interroge un LM, on a un contexte. Ce contexte, il n'est pas infini, donc il faut l'économiser. Et donc, on a un premier niveau qui s'appelle le niveau de metadata avec ses skills. Et quand on va interroger un LLM, ils vont charger tous les skills et ils vont charger toutes les parties front matter. Donc, c'est le name et la description. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est un peu comme les MCP
MCP, sauf que le MCP est beaucoup plus verbeux. Donc, le name, ça peut être faire un commit dans Git, et la description un peu plus verbeux, standard de notre équipe pour faire un commit dans Git. Et donc, ça va faire une centaine de tokens, peut-être, le name et la description. Donc, si on a 10 skills, on va avoir 1000 tokens qui sont utilisés tout le temps. Après, quand on va parler, par exemple, moi, ce que je disais à mon LLM aujourd'hui, quand je bossais, je disais, voilà, je veux refactorer l'attribut action. Et mon skill, il permettait d'identifier qu'il avait besoin d'être utilisé quand on voulait refactorer un attribut. Et action, il le prenait comme un paramètre. Et donc, le D'accord. LLM, il connaît que le front matter, mais il va se rendre compte, ah, OK, donc si je veux avoir plus de compétences dans ce domaine-là, il faut que je lise le skill de refactoring d'attributs. Et donc là, on passe dans le niveau 2, où il va lire tout le fichier skillMD, où il y a plus de descriptions. Ce skillMD, il peut référencer d'autres fichiers qui ne vont pas être forcément lus à ce moment-là, ou ces scripts qu'on va utiliser, etc. Ça, c'est plutôt le niveau ressources et qui est chargé à la demande quand le LLM il va se rendre compte, ouais, il faut que j'exécute ça et ça et ça, ou alors il faut que je charge ça et ça. Et donc ça permet une grosse scalabilité, une efficacité maximum et une séparation claire entre les instructions, le code et les ressources. Ouais. Et tu parlais de spaghetti, Olivier. Ce que tu peux même faire avec ce genre de choses, c'est que tu peux imaginer un skill qui est un premier skill de planification qui, par rapport à une demande, va te créer un user Exactement. story. Dans ton user story, tu as une décomposition, ça va générer des fichiers MD. Et quand le LLM va prendre ta user story, il va décomposer toute ta planification, il va exécuter tâche après tâche, donc il va faire des tâches atomiques qui sont beaucoup plus simples, qui sont générées par rapport au MD, générées, etc., etc., quoi. Donc ça permet de faire des choses très complexes de façon intelligente par le LLM, parce qu'il a des petites tâches à enchaîner les unes derrière les autres, que tu peux valider au fur et à mesure, quoi. Mais Ouais, du coup, tu sais pas où tu vas, quoi. c'est-à-dire que quand il y en a trop, c'est ça. C'est quelque chose que j'avais déjà montré il y a déjà un moment, quand j'avais fait ma série de vidéos là, sur Semantic Kernel. Mhm. Et Semantic Kernel, au départ, en fait, ces blocs-là, ça s'appelait des skills, hein. Ils les ont renommés Ouais, ouais. après, mais ça s'appelait des skills. Et les skills peuvent en appeler d'autres, etc. Donc on voit exactement la même chose que ce qu'il y avait dans Semantic Kernel dans les premières versions. Et oui, le danger, c'est l'imbrication de tout ça. Et si effectivement, il vaut mieux qu'il y ait un humain compétent qui s'en charge plutôt que de laisser n'importe qui faire ça, Non, mais c'est qu'à ça, mon avis, il faut une skill très particulière pour être capable de manipuler les skills. Ouais. c'est le b.a.-ba en fait de tout ce qui touche les LLM. C'est que derrière, il faut quand même vérifier ce qui Ouais. est produit, c'est sûr. Ah, Mais en fait, là, avec cette techno, c'est pratique, oui. c'est accessible à tout le monde peut écrire un skill. Et alors, ce qui est encore plus marrant, c'est que ce matin, j'ai utilisé un skill pour écrire un skill. Ouais, bah oui. Donc, il vérifiait que je suis bien les recommandations et ce genre de choses. Et donc, ça c'est marrant, quoi. Et donc, là, juste une petite comparaison maintenant entre le MCP et les skills. Donc, on a compris qu'un skill, ça fournit l'expertise interne d'un agent. On peut structurer des workflows, des instructions, des guides. Il peut inclure du code local exécuté dans la VM. En fait, que les agents, quand ils sont exécutés sur notre machine, ils sont une espèce de VM, on va dire. Ils ne peuvent pas aller changer le code partout. Ils ne peuvent pas aller faire tout ce qu'ils veulent. Donc, c'est pour ça qu'on dit une VM. Et ça fonctionne comme un module de compétences, de skill. Ce que fait un MCP, c'est qu'il fournit un accès externe à des outils, des API, des bases de données ou des systèmes d'entreprise. Et il standardise la manière dont l'agent va communiquer avec ses services distants. Et donc là, on donne la possibilité au LLM, enfin à l'agent, de sortir de cette VM et d'aller vers le monde extérieur. Mhm. Et donc, pourquoi les deux marchent ensemble? Parce que les besoins sont différents. Le skill, il donne à l'agent l'expertise interne, stable, versionnée. Et le MCP, c'est connecter l'agent à des systèmes externes et des API et des outils.
Pour donner un exemple, un skill, il peut par exemple expliquer comment analyser un fichier Excel, fournir un script Python pour automatiser une tâche, inclure des templates de rapports. Pendant qu'un MCP, ben, lui, il va récupérer des données dans un CRM, interroger une base de données SQL, déclencher un workflow externe. Et donc, ensemble, ils créent un agent qui est un expert grâce au skill, connecté grâce au MCP, fiable et reproductible, capable de s'intégrer dans un écosystème complet. Pour moi, c'est la combinaison idéale pour construire des agents professionnels et robustes, même si c'est du spaghetti. Et donc, les agents skills, ça représente vraiment pour moi une avancée majeure dans la manière de structurer l'intelligence d'un agent de façon relativement simple. Ils permettent de transformer un modèle généraliste en un spécialiste. Donc, c'est le but d'un agent à la fin, hein, d'être spécialiste dans un domaine. Mais là, on va le spécialiser encore plus en pouvant le charger des skills dynamiquement. Et donc, quand on le combine au MCP, on arrive à des possibilités qui sont limite infinies, quoi. Ouais. Et Michel? en fait, la Ouais. nouveauté là-dedans, Vas-y. la nouveauté là-dedans, parce que si un agent avec des compétences particulières, comme je le disais, c'était ce qu'on avait dans la première version et les versions suivantes de Semantic Kernel et dans l'agent de framework, mais même dans Semantic Kernel au départ. Et en fait, c'est quoi la différence en dehors du fait qu'il y a des descriptions qui sont faites dans des fichiers texte extérieurs, bon, ce qui pourrait être fait aussi en Semantic Kernel à l'époque. Donc, Ouais. quelle est où tu verrais le point de rupture, où est la nouveauté par rapport au skill de Semantic Kernel de l'année dernière, quoi, Alors, je ne le saurais pas dire parce que je ne suis pas un spécialiste de Semantic Kernel et des skills dans Semantic Kernel. Semantic Kernel, si tu veux le faire tourner, tu as besoin de compiler du code, C#. Tu as besoin d'avoir des compétences techniques, on va dire. Là, tu n'as pas besoin de compétences. J'imagine que ma fille, qui est dans une agence de communication, elle peut très bien automatiser un truc où elle va aller chercher de la donnée sur sur Facebook et la campagne de pub sur Google, agréger tout ça dans un skill et produire un rapport, tu vois. Et elle sera capable de le faire. Si elle devait le faire en C#, alors bien sûr, elle va avoir un espèce de skill, enfin un markdown qui existait, mais autour, elle va quand même devoir avoir du code pour décrire l'agent, pour runner l'agent, etc. Là, tu n'as plus besoin de tout ça. Donc, ça serait peut-être ça la rupture, disons. Oui. Et juste une chose, parce que là, je vois très bien l'intégration dans Visual Studio Code ou dans Visual Studio d'ailleurs tout court, mais si tu développes une application avec Microsoft Agent Toolkit, là, comment tu intègres tes skills? Ah, je ne pense pas que ce soit le but. Voilà, C'est c'est pas un le Ouais, token but. user, c'est pas un truc pour Mm. programmer, quoi. ouais, Non, non, ouais. tu peux très bien programmer, mais c'est pas. Je pense pas que le but, ça soit de les intégrer dans un système autre que les agents comme on a dans VS Code, comme on a Ouais, dans c'est pour GitHub du développement. Copilot CLI, Ouais. ce genre de choses, quoi. Mais après, il n'y a pas que des gens qui font du développement qui utilisent Non, bien sûr, oui, c'est Copilot d'autres sites, CLI et d'autres tout marchés, ça. c'est pas Tu vois. pareil. Ouais. Ouais, avec Notebook LM ou ce genre de choses. Mm. Michel, tu Ouais. voulais rajouter? Ouais, parce que j'ai vu une démo, pour compléter un peu ce que dit Laurent, j'ai vu une démo en décembre d'un outil euh, qui utilisait ça et qui allait un peu plus loin et qui relevait la problématique. On va tous avoir des skills sur sur nos repos, et en fait, le but, c'est de les partager entre collègues. Et puis, entre les projets, il faut qu'on puisse choisir certains skills. Et en fait, on a vu une démo d'un outil qui s'appelle PackMind et qui permet en fait de créer une sorte de repository de skills au niveau de l'entreprise et après d'aller les récupérer, pouvoir les mettre à jour par rapport, les faire évoluer, les mettre à jour, les récupérer, comme on récupérait des packages du Get mis à jour, pour pouvoir avoir des skills mis à jour et partagés dans l'entreprise. Mhm. Et donc en fait, Alors, comme les serveurs MCP là qui sont en train d'arriver petit à petit, les repositories de serveurs MCP, on commence à avoir pareil. Maintenant, on n'est plus chacun de notre côté. Comment on partage un peu tous ces skills qu'on fait, tous ces outils-là. Et voilà, on a vu une démo de Pacmine et c'est assez bluffant. Ils ont une clé qui permet de charger les,
Les équivalents skills ou les copies d'instructions, ils sont adaptés à chaque générateur d'outils de code comme Claude ou Copilot. Et après, on peut, quand il y a une mise à jour, on peut récupérer les mises à jour, les réintégrer au repo ou pousser de nouveaux skills. Ou quand on fait un nouveau projet, dire je vais piocher tel skill, tel skill, tel skill parce que c'est des compétences que j'ai besoin dans mon projet et construire comme ça le référentiel de skills qu'on a besoin pour chaque spécifique pour chaque projet par rapport au référentiel de l'entreprise. Et c'était assez bluffant, je trouve. Alors, ça, j'en ai pas parlé, mais en fait, à différents niveaux, tu peux avoir, tu peux déclarer des skills à différents niveaux. Tu peux l'avoir dans ton projet, tu peux en avoir dans ton user profile, donc ça va être pour tous tes projets. Et tu as aussi un truc au niveau entreprise, quoi. Donc, il y a des concepts un peu similaires, quoi. Ouais. De toute façon, tout le monde se copie de partout, Ouais, toutes les idées, ça bouge à une Tout est vitesse de dingue. exactement, c'est fou, hein. Et Ouais. c'est très difficile de suivre, honnêtement. Ok, bon, bah, écoute, merci pour cette introduction. Alors, c'est vrai que moi, il y a un autre produit que je connais bien là, qui s'appelle Puffin. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est fait par un copain qui est à Seattle, là, et qui, lui, justement, utilise ses skills avec Claude et qui permet de faire ses histoires de user story et qui gère des projets avec plus de 20 000 lignes de code de façon assez simple avec différentes branches, etc., quoi. Ok.